cette situation, elle va perdurer et elle pose un vrai problème. Et elle est à la source de cette double utopie qui est celle du mouvement moderne et qui, à mon avis, est la double utopie qui est justement présentée à l'intérieur de ces 5 sites. Le Corbusier, encore une fois, là, résume bien cette double utopie. Déjà, la première, il pose la question architecture ou révolution. Et il ne faut pas se tromper, ce n'est pas parce qu'il a le bras levé avec le poing que Le Corbusier serait un dangereux bolchevique. Absolument pas. Le Corbusier répond au contraire, on peut éviter la révolution. Justement, c'est là où est la première, et à mon avis l'utopie la plus grande du mouvement moderne, c'est de penser que par une architecture et par un urbanisme de qualité, on peut éviter le chaos social. Donc on n'est absolument pas là dans un discours, je dirais, révolutionnaire. Au contraire, il s'agit d'aplanir les problèmes de la société grâce à une architecture de qualité. Donc il suffit de changer le cadre pour que tout aille mieux. On est au contraire dans une approche très conservatrice, au fond, sur un plan politique, mais c'est là une fantastique utopie. Imaginez pour des architectes se dire, voilà, rien que par mon architecture, par mon urbanisme, je peux changer la société, je peux éviter la révolution. La deuxième utopie, je dirais, c'est celle du langage architectural. Repoussant l'héritage du passé et surtout la notion de style, Le Corbusier, et d'autres derrière lui, mais Le Corbusier, encore une fois, est la figure majeure, propose une nouvelle gamme de formes, des formes primaires, le cercle, le triangle, le carré, le rectangle, et tous les volumes primaires qui peuvent être générés à partir de ces formes. Et derrière ces formes primaires, ces invariants, comme il les appelle, il voit des formes qui seraient perçues par nous tous, femmes ou hommes, quelle que soit notre religion, quel que soit notre âge, quelle que soit notre culture, quelle que soit notre nationalité, nous ressentirions ces formes de la même façon. Il parle d'une sorte de corde intérieure qui vibrerait de la même façon, indépendamment de notre héritage culturel ou de notre éducation. Évidemment, c'est faux. Ça ne marche pas comme ça, et l'histoire de l'art le prouve. Mais là encore, c'est une utopie fantastique parce que derrière, il y a la volonté d'avoir une architecture avec un langage universel, une architecture qui puisse s'adresser à tous les peuples de la Terre. Il y a là une ambition extrêmement forte. Donc, non seulement élaborer un langage qui soit supraculturel, mais élaborer également un langage qui soit au-delà des classes. Et là, c'est encore une utopie très forte de ces modernes. Vers une architecture, donc, qui est le premier livre majeur que Le Corbusier écrit en 1923, il publie notamment ce dessin, c'est un dessin de maison domino, donc maison ouvrière, et dans la légende, il y a une phrase qui passe trop souvent inaperçue, et qu'on va agrandir pour pouvoir la lire, qui est celle-ci. Il dit « C'est ici que le principe de la maison montre sa valeur morale, un certain lien commun entre l'habitation du riche et celle du pauvre, une décence dans l'habitation du riche. » Donc, il explique bien que ce langage de forme primaire, la suppression des styles, la suppression du décor coûteux, la suppression des matériaux coûteux, le marbre, etc., permet d'avoir une architecture qui soit la même pour le pauvre et pour le riche, donc qui soit au-delà des classes. Elle est universelle au sens géographique et culturel du terme, mais elle est universelle aussi au sens politique et social du terme. C'est donc là une ambition énorme pour cette nouvelle architecture. On voit bien donc qu'on a l'invention d'un nouveau langage architectural au service d'un projet de société. Je ne dirais pas un projet politique ou social, mais d'un projet de société. Alors, cette double utopie, elle est largement élaborée par Le Corbusier, mais pas uniquement par Le Corbusier. Tony Garnier, notamment à travers la cité industrielle, dès 1917, avait posé un certain nombre de ces principes, aussi bien dans l'organisation de la ville qu'il prévoit que dans le type de langage architectural. Mais cette double utopie, elle est au cœur de tous ces 5 sites et de la pratique de ces 4 architectes, que ce soit Tony Garnier, Maurice Leroux, moins connu, Le Corbusier et Renaudy. Et même Renaudy, qui propose autre chose, ne renie pas ces principes-là.
Renaudie s'inscrit à la fin un peu de la période glorieuse du mouvement moderne, il est déjà dans la critique du mouvement moderne, mais il reste attaché à ces principes à la fois sociaux, mais aussi de la recherche d'un langage efficace. Donc on a là un point commun entre ces différents sites. Je l'ai dit, dans ces 5 sites, il y a non seulement donc, des éléments de logement, mais il y a aussi des services. Et c'est ce qui permet d'arriver sur un principe qui est un principe essentiel, à mon avis peut-être le principe le plus important de l'œuvre de Le Corbusier, et un principe fort aussi pour les architectes modernes, c'est la recherche de l'équilibre entre l'individuel et le collectif. Et Le Corbusier met toujours dans ses ouvrages l'individu avant le collectif. Ça va toujours dans cet ordre-là. Et il exprime très clairement cette recherche à l'intérieur de cet ouvrage majeur qui est La ville radieuse, publié en 1935, où Le Corbusier rassemble tout ce qu'il a déjà conçu comme projet d'urbanisme, il n'en a pas réalisé, mais au moins conçu, et tous les textes également qu'il a déjà écrits. C'est un ouvrage un peu touffu, un peu confus par moments, un ouvrage long à lire, très épais, mais très très riche. Et dedans, il exprime bien cette idée qu'il ne s'agit pas simplement de faire du logement, mais il s'agit de faire des vrais morceaux de ville en apportant toujours, en même temps qu'on fait du logement, tous les équipements qui sont nécessaires et qui doivent être partagés, mis au service de la collectivité. Cet ouvrage à ville radieuse, qui n'a pas été réédité depuis 1964, et qu'on a beaucoup de mal à trouver, sauf si vous êtes prêt à mettre 500 €, en l'achetant sur Internet. Le contenu, l'essentiel, est résumé, condensé d'une manière remarquable, de manière synthétique dans la Charte d'Athènes, à travers 95 articles qui résument l'essentiel. Et le deuxième article de la Charte d'Athènes, ce qui montre bien l'importance de ce principe, est celui-ci: la vie ne s'épanouit que dans la mesure où s'accordent les deux principes contradictoires qui régissent la personnalité humaine, l'individuel et le collectif. L'individu ne peut pas être dissocié du collectif, et le collectif doit être au service de l'individu. Il n'est pas là pour l'écraser, mais il est là pour l'aider, et l'aider à s'épanouir. Alors, ce principe qui est au cœur aussi de ces 5 sites, et on va le voir aussi de ce couvent, où Le Corbusier en puise-t-il les racines. Probablement, et Le Corbusier l'a raconté lui-même, donc peut-être même qu'il a enjolivé un peu le discours, la source, ou la première source de cette quête de la recherche de l'individuel et du collectif, de cet équilibre, est dans son voyage et le passage en 1907, Le Corbusier voyage en Italie sur la suggestion de son professeur, Charles Le Platonnier, et il fait au fond là le voyage initiatique que font tous les architectes du XIXe siècle. Il passe par les grands lieux de la culture italienne, la culture antique et la culture de la Renaissance. Mais il va aussi à la Chartreuse d'Emma, ou Chartreuse de Galuzzo, qui est en périphérie de Florence. Et là, on a des photos qui ne sont pas des photos prises par Le Corbusier, mais ce sont des photos prises par un photographe qui s'appelait Petit, qui est passé en 1899, c'est-à-dire 8 ans avant Le Corbusier. Donc on a une image certainement assez fidèle de ce que Le Corbusier découvre lorsqu'il va à Galuzzo, lorsque probablement il monte le chemin à pied. On arrive en haut essoufflé, on arrive fatigué, et ça, cette question de la séquence d'accès vers un lieu saint, mais pas uniquement vers les lieux saints, c'est quelque chose qui est très très présent chez Le Corbusier également. Eh bien, il découvre cette Chartreuse d'Emma, accueillie probablement par des moines chartreux, probablement des convers, et non pas les moines du cloître qui restent justement cloîtrés dans leurs cellules. L'ordre des Chartreux, qui est un ordre qui a été créé par saint Bruno au XIe siècle, est un ordre érémitique où les moines font vœu un peu de solitude, de silence également, et passent l'essentiel de leur temps à l'intérieur de la cellule, où ils étudient, où ils font des menus travaux également, et dont ils sortent donc très peu souvent, uniquement pour quelques repas pris en commun ou quelques promenades en commun. Donc c'est dans ce couvent que Le Corbusier fait cette visite, et le soir même,
Le Corbusier écrit à ses parents. Le Corbusier entretient une correspondance très nourrie avec sa famille, avec sa mère en particulier, et ça nous donne une correspondance extrêmement riche, qui est en train d'être publiée d'ailleurs. Le premier volume est sorti il y a quelques mois. Et il parle de cette visite à la Chartreuse des Mâts, et il ne parle pas de ce très beau petit cloître, le cloître des Convers, qui est traité un peu à la manière de Brunelleschi. Il ne parle pas non plus des céramiques de Della Robbia, qui sont absolument remarquables, qui sont dans le grand cloître. Non, il va parler essentiellement du cloître principal et des cellules de moines. Et donc, il écrit à ses parents la phrase suivante: « J'y suis allé hier à la Chartreuse. J'y ai trouvé la solution de la maison ouvrière type unique. Seulement le paysage sera difficile à retrouver. » Alors, c'est assez étonnant de la part de Le Corbusier, qui n'a que 20 ans, en 1907, qui n'a alors construit que 3 ou 4 maisons, avec l'aide d'un architecte patenté, à la Chaux-de-Fonds, des maisons plutôt de style régionaliste, qui n'ont strictement rien à voir avec la maison ouvrière, que lorsqu'il visite une chartreuse, la Chartreuse des Mâts, eh bien, il voit la solution de la maison ouvrière type. C'est d'autant plus étonnant que ça va se vérifier et que tout au long de son parcours, cette espèce de préscience qu'il a ici dans la Chartreuse des Mâts, il va vraiment la développer et l'appliquer. Alors, qu'est-ce qu'il remarque? Pourquoi est-ce qu'il voit ici la maison ouvrière type unique et ce principe qui va, au fond, être au cœur de tout son projet de logement et aussi, on va le voir, de ses utopies réalisées. Alors, on peut l'observer aussi sur le plan de la Chartreuse de Pavie. Le plan ici est extrait du guide Baedeker avec lequel Le Corbusier voyage à ce moment-là. Donc, il avait ce plan avec lui et il a aussi visité la Chartreuse de Pavie. Qu'est-ce qui l'intéresse dans la construction d'une chartreuse? Eh bien, c'est qu'on a deux parties extrêmement distinctes. Une partie ici qui est celle qu'occupent les moines convers, ceux qui font fonctionner le couvent économiquement, qui font la plupart des tâches et qui sont au service des moines dits du cloître, qui sont peu nombreux dans les couvents des Chartreux. Je crois qu'ils sont entre 12 et 20 à peu près, jamais beaucoup plus, et qui, eux, restent à l'intérieur de leurs cellules la plupart du temps pour prier, pour travailler, pour étudier. Et donc, il y a un partage, je dirais, des tâches et qui se traduit architecturalement et même presque d'un point de vue urbain. On a dans un couvent de Chartreux des places, des passages, des rues, un peu comme dans une petite ville. Donc, il y a une certaine dimension urbaine. Et autour donc du cloître, il y a les cellules des moines qui sont distribuées par le cloître lui-même et qui sont elles-mêmes articulées chacune autour d'un jardin qui donne sur l'extérieur, qui donne à voir le paysage. Et c'est cette articulation entre l'individuel et le collectif qui intéresse Le Corbusier. Quand il dit qu'il voit là la solution de la maison type ouvrière, ce qui intéresse Le Corbusier, ce n'est pas simplement de construire des maisons ouvrières, mais il sait qu'il faut aussi apporter aux gens les plus modestes un certain nombre de services qu'une famille bourgeoise peut peut-être s'offrir, mais qu'une famille ouvrière ne peut pas s'offrir. Donc, chez lui, la question du logement est toujours associée à la question des équipements. Et c'est à travers ce modèle que Le Corbusier a cette première impression et cette première volonté. On retrouve la même disposition dans une autre chartreuse, celle de Port-Sainte-Marie de Clermont, qui a été relevée et dessinée par Viollet-le-Duc et publiée dans le dictionnaire raisonné, où on voit là aussi l'organisation des cellules tout autour du cloître. Là, il y en a un peu moins de 20, je crois, et articulées autour d'un jardin. Donc, ce qui nous donne une sorte de plan comme ça, en L, articulé sur le jardin. C'est cet équilibre, c'est ce modèle organisationnel. À côté, il y a tous les services communs, je dirais, l'église, la salle du chapitre, il y a les ateliers, il y a le réfectoire, il y a les lieux pour le lavage, pour entreposer, il y a les lieux pour l'accueil également, même s'il reste modeste. Voilà, il y a tout ce qui est au service
de ceux qui sont à l'intérieur des cellules. Et là, Le Corbusier il voit un modèle, je dirais, d'organisation, un modèle de société. Il va faire des croquis de ces maisons de la Chartreuse d'Eymas, parce qu'à la Chartreuse d'Eymas, ce sont de véritables petites maisons qui sont distribuées autour du cloître. Des petites maisons dont il dit, ici en légende, cellule d'un frère à la Chartreuse d'Eymas s'appliquerait admirablement à des maisons ouvrières, les corps de logis étant entièrement indépendants, tranquillité épatante. Le jardin est en gris, la cellule qui est généralement composée d'une salle pour le travail, l'étude, avec une table repliable, une chambre pour le repos et une loggia qui donne sur le jardin. Le Corbusier est fasciné par ce modèle, il revient en 1911 à la Chartreuse d'Eymas, il fera d'autres dessins, d'autres croquis de ces intérieurs, de ces petites maisons, et cette idée d'alliance du collectif et de l'individuel va rester très fortement gravée en lui. On voit très bien ce modèle d'organisation dans ce très beau dessin d'Adrien Paris. Adrien Paris, c'est un architecte qui est un architecte important à cheval sur le XVIIIe et le XIXe siècle et qui avait lui-même fait un relevé très précis de cette Chartreuse d'Eymas dans l'état où Le Corbusier la découvre un siècle plus tard, et on voit bien ces petites maisons articulées autour du jardin et distribuées par le cloître. On le voit peut-être mieux encore sur cette estampe du XVIIIe, on voit bien les petites maisons indépendantes qui donnent un peu une silhouette urbaine, là encore, à la Chartreuse, et tous les équipements, hein, c'est un petit peu vulgaire de ma façon de le présenter, mais tous les équipements qui sont au service de ceux qui ont fait vœu du sacerdoce et qui sont là, reclus à l'intérieur de ces petites maisons. Alors, ce modèle d'équilibre individuel et collectif, on le voit très bien dans le cloître, avec les maisons qui émergent derrière. Le Corbusier... Ah oui, j'avais oublié ce détail. Donc Le Corbusier est fasciné par le modèle d'organisation de la Chartreuse, de cette alliance de l'individuel et du collectif, mais il va aussi en retenir quelques petits détails. C'est plus anecdotique, mais ça montre à quel point il a été marqué par cette visite. On voit à côté des portes d'entrée de chacune des maisons, il y a une espèce de petite niche avec une porte que l'on peut ouvrir. Et donc, les moines qui sont à l'intérieur, qui ne sortent pas, évidemment, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de certains objets pour leur travail notamment, et donc on ne dérange pas, on n'entre pas en contact avec eux, on respecte leur solitude et le silence, et donc on peut ouvrir cette petite porte, disposer le repas par exemple dans l'épaisseur du mur, et de l'intérieur, le moine peut lui-même récupérer ce qu'on lui a apporté, et donc rester parfaitement isolé. Eh bien, cette solution, on la retrouve directement appliquée dans les unités d'habitation. Dès l'unité d'habitation de Marseille, et là c'est une photo de l'unité d'habitation de Firminy, à côté de la porte d'entrée d'un appartement, cette petite espèce de petit sas, cette petit placard que l'on peut ouvrir de l'extérieur, que l'on peut ouvrir également de l'intérieur. Alors, dans la version corbusienne, ça fait un peu placard, ça n'a pas le même charme, mais c'est exactement le même dispositif. Et on voit bien que même certains petits détails comme ça ont inspiré Le Corbusier. Alors, le modèle, on le voit, du couvent est extrêmement important. Il est à la base même de cette notion d'équilibre de l'individuel et du collectif, et ça légitime complètement la présence d'un couvent au sein de ces utopies réalisées, parce que c'est quelque part l'une des sources majeures de la conception de ces cités. Alors, Le Corbusier n'a pas retenu cette leçon uniquement du couvent de la Chartreuse de Pavie ou de Galuzzo. Il va également chercher des principes similaires dans la pensée de Fourier, de ce philosophe inventeur d'un socialisme coopératif aux écrits extrêmement obscurs, mais qui avait imaginé de diviser la société en petites unités
harmonieuse, à la fois sur les caractères, mais aussi sur les compétences des gens, des unités de 1600 personnes à peu près, qu'il appelait sous le nom de phalanges, et il proposait un modèle architectural pour pouvoir accueillir une phalange qui aurait vécu, je dirais, de manière autonome, pas en autarcie, mais de manière autonome. Et le projet architectural que Fourier, qui n'est pas architecte, esquisse simplement, voilà quelques croquis de Fourier. On voit que c'est le modèle palatial, c'est le modèle de Versailles qui prévaut, sont des ailes qui s'enchaînent les unes dans les autres, et à l'intérieur donc de ces bâtiments, il y a non seulement des cellules, on pourrait dire, des appartements pour les familles, mais il y a également tous les services nécessaires à la vie de cette petite communauté. La crèche, l'école, les coopératives d'achat, les ateliers pour travailler, les lieux de loisirs, etc. Tout est réuni à l'intérieur même du bâtiment, il n'y a pas d'autres bâtiments à côté, et l'ensemble du bâtiment est distribué par des couloirs très larges que Fourier appelle lui-même des rues intérieures, un vocabulaire que Le Corbusier reprendra. Alors, Le Corbusier n'est pas un disciple de Fourier, mais on trouve dans ses écrits, dans certains de ses croquis en légende, plusieurs mentions d'allusions à Fourier qui montrent qu'il connaissait la pensée de Fourier et le principe du phalanstère. Phalanstère, la maison de la phalange. Et les expériences de Fourier autour des idées de Fourier vont être tentées, mais elles se solderont toutes rapidement par un échec. Victor Considérant, qui est un des disciples de Fourier, précisant un peu plus le projet architectural de son maître. On va avoir une version presque parfaite du modèle de Fourier dans ce que l'industriel Jean-Baptiste André Gaudin, celui qui a fait fortune grâce au poêle Gaudin, va réaliser à côté de son usine, à Guise, dans le nord de la France. Il réalise 3 bâtiments articulés autour d'une cour intérieure, un peu comme un cloître. Les appartements sont distribués par des coursives intérieures. Et dans ces bâtiments, il accueille les familles ouvrières qui le souhaitent, dans des appartements qui apportent un confort sans comparaison avec la situation du logement à cette époque-là. Mais il n'y a pas que le logement, il y a à côté un théâtre qui remplace l'église, il y a une coopérative d'achat, il y a entre l'usine et le lieu d'habitation des douches, une piscine, des jardins ouvriers, tout un ensemble d'équipements qui est mis à disposition des habitants du familistère. Cette fois-ci, l'unité de base, c'est la famille, donc ça s'appelle un familistère. C'est une structure qui va assez bien fonctionner pendant presque un siècle, structure associative, coopérative, et le paradoxe, c'est que ça s'est arrêté en mai 68.